Donc Chetan, merci pour la précédente vidéo où tu nous as parlé de l'expérience de Pune et de ton regard sur ce que Osho a voulu finalement enseigner, transmettre. Et tu disais que ça avait été comme un électrochoc qui vous avait enseigné par l'expérience. Sur la phase américaine. Sur la phase américaine, oui. bien sûr. Vous avez enseigné à repérer les phénomènes de pouvoir et que donc l'expérience ensuite de Pune 2, donc de la deuxième communauté de Pune en Inde, après l'Oregon, avait été totalement différente. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir aussi aujourd'hui de qu'est-ce que ça a apporté au mouvement du monde d'Osho finalement? Parce que souvent quand il y a un fondateur comme ça, très très inspiré, éveillé, et ben après souvent il y a une religion qui se crée, il y a des dogmes, il y a un système pyramidal qui se met en place. Donc qu'est-ce que ça a donné? Alors justement, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, il n'y a pas de système pyramidal. Osho n'a pas laissé un successeur. Il avait désigné un groupe de 21 personnes, de Inner Circle, le cercle intérieur, et ce groupe s'est dissous peu à peu, des gens sont morts, des gens sont partis du cercle. Il y a un petit groupe de 3-4 personnes de ce cercle qui s'est, on peut dire, replié en quelque sorte sur ce qui était l'ashram à Pune, qui s'est maintenant appelé le resort, le lieu de résidence, un peu pour la méditation, qui est plus un lieu où on va quelque temps se ressourcer, pratiquer les méditations, etc., mais qui est plus conçu comme un lieu de vie pour des amis, comme c'était le cas avant. Et il y a maintenant aussi une différence notable entre la plupart des lieux liés à Osho en Occident, y compris ce lieu à Pune, et d'autres lieux en Inde. Il y en a dans la ville de Dehradun, il y en a aussi beaucoup au Népal, où il y a des centres de méditation et des ashrams qui ont été créés par des proches disciples d'Osho, indiens, donc ou népalais, dont plusieurs seraient eux-mêmes maintenant également éveillés, ont atteint ce niveau de conscience, et qui entretiennent un rapport à Osho plus basé sur la dévotion, qui est une notion très répandue en Inde, c'est dans la culture indienne. La dévotion au maître, au gourou, c'est dans leur gène presque, en tout cas c'est dans leur culture, alors que c'est tout à fait étranger à la nôtre. Donc Osho de son vivant vu je dirais, la qualité de sa présence, de son rayonnement, avait réussi à fédérer un peu autour de lui toutes ces tendances. Et après sa mort, peu à peu, il y a à nouveau un courant, on peut dire, occidental, où il y a le côté plus zen, il y a moins la célébration de sa date de naissance, ou de sa mort ou autre, etc. C'est plus à travers les méditations, à travers son enseignement global, que le rapport se fait. Et la tradition en Inde, où il y a vraiment ce rapport plus affectif quelque part, plus du cœur, et plus donc dans ce côté extérieur de vénération, de rapport plus visible au gourou, à ses photos, à travers des chants, des bhajans, et je trouve c'est beau que cette différence culturelle. Il y a certains occidentaux qui vont en Inde, qui vont dans des ashrams dont je parlais, et qui sont touchés, parce qu'il y a ce rapport affectueux avec le maître, et c'est exprimé par des chants, par des gestes de vénération, par la présence de sa photo, etc. Et puis il y a des personnes qui se reconnaissent plus dans ce côté plus zen, plus dépouillé, plus on médite, on est là dans quelque chose d'aligné, quelque chose, on est plus dans un rapport de soi à soi, et le maître sert plus comme un catalyseur, mais c'est vraiment moins visible, moins aussi visiblement évident en tout cas. Voilà. Et puis il y a des personnes aussi qui témoignent beaucoup à travers par exemple la musique. Et je pense bien sûr à Deva Premal et Miten qui maintenant ont une audience planétaire à travers leurs mantras, leurs chants et leur présence aimante et rayonnante. Il y a des gens aussi dans le domaine de la musique comme Karunesh, comme Deuter, comme Shastro et beaucoup d'autres, comme Joshua et d'autres qui apportent cette dimension de la musique, de la célébration aussi, qui témoignent de l'enseignement d'Osho à travers la musique. Il y a le Tarozen d'Osho qui est maintenant connu dans le monde entier. Merci à Padma, l'illustratrice, qui a créé ce merveilleux tarot en se servant de l'enseignement d'Osho, mais l'a rendu aussi accessible. Et puis il y a bien sûr tout le domaine du tantra. Il y a ce premier cercle d'animateurs qui ont travaillé directement avec Osho. Je pense à Margot Anand, je pense à Sarita, il y en a d'autres également. Et elles, à leur tour, ont créé d'autres gens dont j'ai la chance et l'honneur de faire partie, et qui peuvent à leur tour diffuser auprès de gens comme toi et d'autres amis. Et donc ça fait boule de neige. Et du coup, le tantra, qui était un enseignement assez occulte, il faut le dire, quand on lit des textes tantriques traditionnels, c'est dur de rentrer dedans. Ou certains rituels anciens, c'est pas évident pour nous aujourd'hui en Occident. Et Osho a créé cette passerelle à travers
les commentaires qu'il a fait de 3 maîtres du passé. Donc je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais il y a 3 séries de discours d'Osho qui vraiment revivifié le tantra, donc permis aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui de comprendre ce dont il s'agit et de le pratiquer. Donc il y a toutes ces graines qui germent, et cette diversité du mouvement, je trouve, fait partie de sa richesse. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une secte, c'est envie de dire un champ de fleurs, de couleurs différentes, de formes différentes, qui chacune croit à sa façon et libère son parfum. Et merci Osho d'avoir permis de vivre ces phénomènes de pouvoir, d'avoir tiré les leçons, pour que maintenant il y ait cette liberté et cette clarté, je trouve, dans le mouvement. Merci Chetan. Et j'avais aussi envie de savoir si on a envie d'en savoir plus, en fait, de rentrer plus dans ce monde-là, de la vie à Pune, de la vie dans l'Oregon, et de comprendre un petit peu mieux tout ça. Est-ce que tu as des livres à nous proposer? Alors, il y en a un pour ceux qui lisent l'anglais, qui est justement en écho à la série Netflix, donc il s'appelait Wild Wild Country. Le livre s'appelle Wild Wild Guru. Et en fait, c'est un proche disciple, Subhuti, qui est un ancien journaliste politique, donc qui s'est bien manié la plume, qui a mis son intelligence d'une part, et ses compétences, et sa connaissance profonde de Osho et de son mouvement au service, pour créer ce livre qui est extrêmement complet sur la question. Il y a beaucoup d'autres livres, on peut en voir quelques-uns ici, écrits par des disciples d'Osho. Il y en a au moins une quarantaine actuellement. Peut-être qu'on pourra mettre les sous-titres les titres des livres dans les sous-titres de la vidéo. Pourquoi pas, en tout cas certains. Il y en a un seul en français qui s'appelle Toutes les couleurs du soleil levant. Un témoignage qui vient du cœur d'une disciple française qui raconte assez cash toute son expérience. Voilà, si on veut un témoignage direct et très, très honnête de cette expérience, je peux recommander ce livre également. Et dans le premier livre de Margot Anand, Le chemin de l'extase, il y a toute une partie où elle raconte son arrivée à Pune, ce qu'on appelle donc Puna 1, Pune 1, toute cette expérience humaine très, très forte, très beau témoignage de Margot Anand aussi là-dessus. Est-ce qu'il n'y aura pas un livre de Chetan aussi dans quelques temps? Oui, il est en préparation, la saga du Tantra, j'espère bien le finir cette année. On a hâte de le lire. Merci beaucoup Nartan. Merci Chetan.